Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à vous parler de l'intérêt de l'ETO 3D dans l'évaluation des prothèses valvulaires cardiaques. Alors, lorsqu'on parle de prothèses valvulaires cardiaques, il y a cinq principales complications. D'abord, la dégénérescence structurelle pour les bioprothèses. Pour les prothèses mécaniques et biologiques, on a un risque de mismatch, de panus, de fuite paraprothétique et également de thrombose de prothèses mécaniques, mais également de TAVI. Et donc, le but de l'évaluation va être de chercher et de confirmer par ETO une suspicion ETT de certaines de ces complications. L'ETT est bien sûr en premier lieu, on l'a vu au topo précédent, avec un aspect le plus souvent macroscopique mais hémodynamique très important, avec les gradients moyens notamment qui sont fondamentaux. Mais le TO nous permet de mieux comprendre l'anatomie de ces prothèses, notamment pour les prothèses biologiques, d'affiner notre diagnostic pour voir s'il y a une sténose mitrale ou aortique en planimétrant, pour localiser une fuite et savoir si elle est intra- ou paraprothétique, pour la quantifier, pour voir si les cuffs sont épaissis. Pour ce qui est de la prothèse mécanique, voir si les ailettes bougent bien. Et puis après, elle va nous aider, cette ETO 3D, pour définir la stratégie thérapeutique et va nous aider en salle de cathé à la fois à positionner une prothèse lorsqu'on fait une procédure, valve-in-valve ou valve-in-ring, et à détecter des complications précoces et également le suivi. Alors pour ça, pour ce qui est des bioprothèses mitrales, on regarde toujours en vue chirurgicale avec l'aorte en haut. Il faut savoir améliorer la qualité de l'image en jouant sur les gains 2D et 3D et se servir de l'ensemble de la boîte à outils avec le X-plan, le 3D, le 4D couleur. On peut couper, slicer, faire de la planimétrie de manière à pouvoir avoir l'information voulue pour chaque diagnostic suspecté. Pour ce qui est du diagnostic, le TO n'est qu'un des éléments, et cette session le montre très bien, d'un diagnostic qui est forcément multimodal avec l'ETT au début qui va suspecter une complication qu'on a citée plus haut, puis ensuite l'ETO. Mais l'ETO n'a pas raison toujours à elle toute seule, et il faut savoir compléter par un radiocinéma de valve, par un scanner ou une IRM cardiaque, comme nous le montre bien cette session. Pour ce qui est de des dysfonctions de bioprothèses, on sait que ces bioprothèses vont être de plus en plus importantes, qu'elles soient en position aortique ou mitrale, chirurgicale ou percutanée, et il va falloir dépister ces complications. Tout d'abord, la dégénérescence de bioprothèse, qui est à une définition à la fois hémodynamique, avec des gradients qui augmentent à plus de 40 ou à 20 mm de mercure, plus de 20 mm de mercure au cours du suivi, et une atteinte morphologique avec un épaississement, une calcification des perforations ou des déchirures des cusps. Et on voit bien ici l'apport de l'ETO 3D avec en bas à droite, au niveau de l'image B, un trou bien localisé dans la bioprothèse mitrale. Ici, on voit également que la bioprothèse mitrale est très calcifiée et que lorsque on fait du MPR pour aller à l'extrémité de l'ouverture des cusps, on arrive très bien à planimétrer cette surface à 0,6 cm². Donc, l'utilisation multimodalité, à la fois visuelle en 3D, mais également en MPR, nous donne le diagnostic. On peut aussi faire des diagnostics de thrombose qui, en ETT, était suspecté ici, encore plus en ETO classique, mais avec le 3D, il n'y a plus de doute. On voit bien le mouvement de la prothèse mécanique mitrale ici et l'énorme thrombus en regard de l'auricule gauche. Mais la thrombose n'est pas l'apanage des prothèses mécaniques. On voit ici très bien l'épaississement majeur des bioprothèses de cette cusp mitrale dans un contexte de thrombopénie à l'héparine, avec une thrombose majeure de la bioprothèse mitrale en regard. Parfois, les choses sont beaucoup plus graves au niveau hémodynamique et on voit très bien ici la corrélation entre l'ETO 3D qui nous montre que la prothèse mécanique a une ailette qui est complètement bloquée et on le voit très bien sur le radiocinéma de valve à droite et la corrélation opératoire une fois le patient opéré en urgence. Donc, le 3D nous permet ici de faire un diagnostic qui est quasi certain. Pour ce qui est des bioprothèses, on voit ici un cas de thrombose de bioprothèse, également dans un cas de thrombopénie à l'héparine avec un thrombus extensif sur l'ensemble de l'oreillette gauche et qui se prolongeait au niveau de la bioprothèse mitrale, ne laissant qu'une petite ouverture ici au niveau de la cusp latérale. Et donc le TO3D ici nous montre bien l'étendue de la thrombose et sa remontée vers l'oreillette gauche. Un joli cas sur la prothèse mécanique aortique dont on parle peu en ETO 3D, un patient qui avait des gradients qui augmentaient à 35 mm de mercure. Vous voyez qu'on peut servir du X-plan, qui est une des modalités de l'ETO 3D, avec un doute, et on ne voit pas très bien à cause des cônes d'ombre. Ici, on a l'impression que c'est un petit peu plus dense en antérieur, au niveau de l'anneau antérieur. Et lorsqu'on fait le 3D, on voit très bien ici cet épaississement au niveau de la partie antérieure sous l'anneau aortique. Et lorsqu'on est en vue VG, dans la chambre de chasse, vous avez la mitrale, vous avez l'aorte ici et vous avez
au niveau de la flèche, ce panus qui est bien montré également en MPR, avec une corrélation tout à fait identique chirurgicale, en sachant que vous voyez bien que dans le compte rendu chirurgical, il passe aussi de thrombus. Donc, entre thrombus et panus, c'est parfois difficile d'être certain. Mais le TO3D ici peut être extrêmement important. Pour guider l'intervention, le TO3D est fondamental parce que lorsqu'on va faire des interventions sur la mitrale, d'abord pour guider le transseptal, et vous voyez comment, en faisant une manœuvre step by step, on arrive à avoir une vue quasi anatomique où on va pouvoir mesurer de manière extrêmement précise la distance du transseptal que l'on voit ici sur l'image 5 en bas par rapport au plan de l'anneau mitral. Là, c'est une valve mitrale native, mais avec une prothèse, c'est exactement la même chose. Et donc, cet apport du 3D est fondamental puisque, en fonction de la procédure, on va vouloir être toujours postérieur, mais parfois un peu plus près, un peu plus loin, en général à 35 ou 40 mm. Et donc, ce 3D nous permet d'avoir des coupes anatomiques quasi parfaites pour guider notre ponction transseptale et savoir exactement où est-ce que l'on est. Lorsque l'on parle de gestes, c'est ce que m'avait demandé le professeur Habib, sur la mitrale, en percutané et 3D, on parle forcément de TO 3D dans les fils paraprothétiques. Et vous voyez que lorsqu'on reste en 2D, ben, on voit de la couleur, on voit que c'est paraprothétique, mais on a du mal à se situer. Est-ce qu'on est médial? Est-ce qu'on est latéral? Est-ce qu'on est postérieur? Est-ce qu'on est antérieur? Et finalement, le 3D nous donne la solution avec, vous voyez ici, un défaut de coaptation et une fuite qui va de 3 heures à 5 heures, que l'on voit extrêmement bien avec le 3D couleur. Et donc ça, bien entendu, dans une analyse multimodale, on va le corréler avec le scanner cardiaque. Et le scanner cardiaque nous montre exactement la même chose. Et chez ces patients qui étaient à très haut risque, on a pu envisager une fermeture paraprothétique. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en salle de cathé ou même pour décrire les fuites, plutôt que de parler de médial ou de latéral, on se sert du cadran horaire et on dit ici que la fuite est de 2 heures à 5 heures. Ça nous aidera pour pouvoir monter les guides, savoir si on est un petit peu trop antérieur, un petit peu trop postérieur, et pour pouvoir mettre les devices exactement lorsque l'on veut, donc comme on veut. Donc le langage commun est vraiment fondamental. Et vous voyez ici le beau résultat qu'on avait eu sur un autre patient. On avait fermé une fuite paraprothétique sur une prothèse mécanique mitrale en mettant des devices à ce niveau-là sans aucune fuite, sur une fuite également médiale. Et vous voyez que ce qui est très important, c'est d'éviter les charnières pour éviter de les bloquer et qu'il n'y ait pas d'interaction, ce qui a été le cas ici avec un très beau résultat. Un autre cas, ici, d'une patiente qui avait une dégénérescence de bioprothèse mitrale. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, en 2D, on voit bien que les cuts sont extrêmement calcifiés. Et on a pu ensuite faire du 3D pour bien montrer l'aspect des cusps complètement rigide. Je vous le remets, complètement rigide, complètement calcifié avec une seule coupe, une seule cusp qui s'ouvrait. On a pu faire la planimétrie qui était à 0,95 et ensuite aller dans la procédure. Alors d'abord le transseptal, puis ensuite c'est le docteur Mohamed Nedjari au CCN qui est venu impacter la prothèse mitrale dans la bioprothèse dégénérée. Donc c'est une prothèse TAVI dans une bioprothèse dégénérée pour avoir un très beau résultat. Et donc vous voyez ici que le TO 3D a tout son rôle, au moins pour guider, avec le résultat par la suite. Donc voici l'aspect qu'on avait à 4 mois. C'est un patient qui avait eu une dégénérescence de l'hypothèse mitrale et aortique, qui avait été traité toutes deux par voie percutanée. Donc vous voyez les cusps de la bioprothèse TAVI dans la bioprothèse mitrale qui s'ouvrent normalement, qui sont fines, et l'aspect valve-in-valve de la bioprothèse TAVI avec de très belles images données par le 3D, avec le scanner que l'on voit ici sur les deux valves. Alors, le 3D sert également lorsqu'on fait des procédures sur la mitrale en salle de cathétérisme pour détecter les complications. Et quand on fait du valve-in-valve, que ce soit du valve-in-ring, du valve-in-mac ou du valve euh, valve-in-valve, valve-in-ring ou valve-in-mac, on a un risque d'obstruction sous-aortique. Et donc ça se screen en général avec le scanner pour être sûr que la bioprothèse ne déborde pas trop et qu'il n'y ait pas d'obstruction de la nouvelle chambre de chasse. Mais parfois, malgré le scanner, on se trompe. Ici, une bonne image de screening où vous voyez que le patient était jugé éligible à la fois au scanner. Néanmoins, une fois que la bioprothèse mitrale a été impactée, donc vous voyez de base le septum interventriculaire qui est en haut à droite, la LVOT, la valve mitrale, là on est en vue ventriculaire gauche. Une fois que la bioprothèse mitrale a été impactée, vous voyez qu'il y a un gradient qui apparaît à 66 mm de mercure, un gradient maximal intravégé,
avec, vous voyez, la néo-LVT qui est extrêmement fine et qui est obstruée par la bioprothèse, qui fait saillie. Et donc, à ce moment-là, il a fallu prendre une décision. Vous voyez bien l'obstruction sous-aortique euh, en rapport avec le gradient maximal. Et donc, le docteur Nedjari a effectué une alcoolisation septale qui a permis de diminuer le gradient à 22 mm de mercure. Et vous voyez ici, en fait, qu'on a une distance beaucoup plus importante entre la bioprothèse mitrale et le septum, ce qui a permis à la patiente de passer le cap et de sortir vivante de cette procédure. Donc là, le TO3D avait vraiment un rôle majeur pour décrire l'anatomie de manière extrêmement précise. Elle a aussi un rôle dans le suivi, puisque une fois qu'on a fait ces procédures, on est content, mais par la suite, il peut y avoir des complications. C'est ce qu'on voit dans le valving ring, où en général, les rings sont ovalaires, puisque ce sont des anneaux protatiques mitraux, et on sait que la valve mitrale a une forme de sel. Et lorsqu'on met une prothèse ronde avec une force radiaire, eh ben, on va circulariser cet anneau et on peut avoir par la suite des fuites paraprothétiques qui apparaissent, pas forcément entre la bioprothèse TAVI et l'anneau chirurgical en lui-même, mais entre l'anneau chirurgical et le tissu natif, puisque cet anneau qui était ovalaire est devenu rond. Et donc, on voit des fuites paraprothétiques très bien ici en ETO 3D. Et donc, si cette fuite paraprothétique parle, soit il faut discuter d'une chirurgie, soit éventuellement de les fermer par voie percutanée. Tout dépend bien entendu de la présentation clinique. Enfin, cette patiente qui avait eu une bioprothèse valve-ring, au cours du suivi, on s'est rendu compte que le gradient était augmenté à 17 mm de mercure. Eh bien, on voit très bien ici sur le X-plan que la bioprothèse a une cusp qui bouge moins bien, la cusp postérieure. Et on voit très bien en dessous ici que la cusp postérieure est complètement thrombosée. Donc, c'est une thrombose partielle de bioprothèse valve-ring bien confirmé au scanner, puisque c'est toujours un diagnostic qui se fait sur 2 examens, qui a été d'évolution favorable après mise en route d'un traitement anticoagulant. En conclusion, le TO3D est systématique et a un rôle central dans l'évaluation de toute prothèse valvulaire de fonctionnement anormal, soit avec une fuite qui paraît paraprothétique, qui paraît majeure, ou avec un gradient qui est augmenté, pour éliminer soit un mismatch, soit un panus, soit une thrombose, soit une dégénérescence. Il faut savoir utiliser toute la boîte à outils en passant de l'X-plan au 3D couleur, ne pas hésiter à faire du MPR pour pouvoir faire des planimétries. L'évaluation multimodale est forcément indispensable, et notamment le scanner, parce que l'ETO peut avoir raison, mais on est toujours content d'avoir raison à deux avec un autre collègue qui a à peu près le même diagnostic sur un autre examen lorsqu'il est disponible. Et puis l'ETO est indispensable aussi pour le suivi, pas pour toutes les prothèses, mais l'ETO 3D, dès qu'il y a un problème sur une prothèse, notamment après une procédure percutanée mitrale, peut-être est indispensable. Enfin, l'ETO est indispensable en salle de cathé et notamment le TO 3D pour pouvoir faire des procédures mitrales de grande précision. Et elle est nécessaire à la fois du diagnostic à l'intervention, et c'est là que prend toute la place de l'échographiste interventionnel. Je vous remercie.